Je voudrais juste commencer par remercier les organisateurs de cette journée d'études. Je suis d'autant plus désolée de ne pas pouvoir être parmi vous à Grenoble, ça m'aurait fait plaisir, mais bon, les circonstances étant ce qu'elles sont, c'est dommage. Mais je pense moi aussi que c'est très, enfin, pour nous, latinistes, très agréable de pouvoir être au contact avec des collègues hispanistes, lusistes, rencontrer un autre public que celui qui nous est habituel. Voilà, je suis très, très, comment dire, reconnaissante de cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui de parler devant vous. Alors, je vais moi aussi faire mon partage d'écran en espérant que tout fonctionne correctement. Voilà, dites-moi si tout est bon. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Oui, Magnifique. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais poser cette question. Le festin de Trimalcion est-il un récit réaliste? Je pense que c'est une question qui, en fait, vient très spontanément à l'esprit du lecteur. C'est-à-dire que à première lecture, on a effectivement souvent cette impression d'assister à un véritable banquet dans un milieu effectivement social précis, dont Johanna nous a bien parlé à travers la question du langage. Et même dans une expérience très concrète d'enseignante, pour moi qui ai beaucoup fait cours sur cette œuvre à des étudiants non spécialistes, non lettres classiques, donc comme typiquement les agrégatifs et agrégatifs d'espagnol, je pense que c'est une œuvre antique dans laquelle, pour des gens qui ne sont pas familiers de l'Antiquité, disons, il est plus facile d'entrer que d'autres. Et je pense que, enfin, ça me semble assez évident, c'est parce qu'il y a une forme de familiarité avec des récits modernes, voilà, par rapport, et ça m'a frappé ce que vient de dire Johanna sur l'épopée antique où les personnages parlent comme des livres. Voilà, les étudiants spontanément vont plus facilement se sentir familiers de la forme du récit du festin de Trimalcion que, par exemple, de l'épopée antique. Et donc, c'est une question qui vient à la lecture, et puis c'est une analogie qui a souvent été faite au cours des siècles, ou en tout cas cette idée d'une représentation réaliste dans le festin de Trimalcion a été avancée très tôt, en fait, à partir du moment où on a publié le fragment qui contenait cet épisode-là. Et en fait, je dirais qu'il y a enfin, on peut voir ça de deux façons différentes, c'est-à-dire qu'il y a la perspective des historiens, qui est donc une tendance à considérer que, de fait, le festin de Trimalcion nous livre une peinture globalement fidèle d'une certaine réalité historique. En gros, un festin dans le milieu des riches affranchis du sud de l'Italie au 1er siècle après Jésus-Christ, bon, selon la datation qu'on donne à l'œuvre, mais en gros, ce serait ça. Donc, ce serait une peinture relativement fidèle, et donc comme je l'ai dit, ça a été dit depuis fort longtemps, mais voilà. Ça aboutit par exemple à un article du grand historien Paul Venn, donc un article assez ancien du début de sa carrière en 1961 qui s'appelle justement Vie de Trimalcion, qui s'intitule Vie de Trimalcion. Et voilà ce que dit Venn alors au début de l'article: nous allons tenter une expérience, considérer Trimalcion comme un personnage réel et replacer sa biographie parmi les autres données de l'époque. Le Satyricon apparaîtra alors comme profondément réaliste et même typique. C'est un excellent document d'histoire. Et puis, à la conclusion de l'article, confronté avec les autres données de l'époque, l'histoire de Trimalcion apparaît comme typique de la société romaine du 1er siècle. Donc, bon, cette position est assez représentative, et il y a cette façon de voir souvent chez les historiens de l'Antiquité. Et donc, on utilisera le festin de Trimalcion comme une source historique parce qu'on considère que c'est une peinture assez fidèle de la réalité. Et puis, il y a la perspective littéraire. Cette question du réalisme, elle se pose aussi de ce côté-là. Et il y a eu également il y a toujours une tendance à établir des analogies entre le Satyricon et évidemment notamment l'épisode du festin et le réalisme, le roman réaliste occidental, moderne. Et évidemment, cette position, elle est, comment dire, énoncée de façon emblématique par Erich Auerbach dans son ouvrage très fameux Mimesis, la représentation de la réalité dans la littérature occidentale.
Je vous ai mis deux citations d'un des chapitres de l'ouvrage qui s'intitule Fortunata, donc c'est le nom de la femme de Trimalcion. Et voilà ce qu'il dit, par exemple: le banquet pétronien s'apparente de plus près à la conception moderne de la représentation réaliste que tout ce qui nous est parvenu de l'Antiquité. Et ceci non pas en premier lieu du fait de la trivialité du sujet, mais surtout du fait de la peinture précise, non schématique, du milieu social. Et puis, un petit peu plus bas, sur la même page, il dit: Pétrone, tout comme un réaliste moderne, met son point d'honneur d'artiste à représenter un milieu contemporain quelconque, un milieu banal, sans lui faire subir aucune stylisation, en laissant voir son assise sociale et en faisant parler son jargon propre à chacun des individus qui en relèvent. Et Johanna vient de nous parler de tout ça de façon tout à fait passionnante. Donc, bon, évidemment que c'est un point important de la question. Donc, il y a ces constatations, ces analogies qui ont été faites très souvent, et encore une fois, dans une perspective plutôt historique ou plutôt littéraire. Et il me semble surtout que c'est une question qui est importante, qu'il est important de se poser quand on doit commenter l'œuvre. Et donc, je me mets à la place de notre public d'agrégatifs et d'agrégatives. Finalement, qu'est-ce que ce récit nous donne à voir? Quelle réalité nous donne-t-il à voir? Comment d'ailleurs? Pourquoi? Voilà toutes ces questions qu'il faut se poser quand on aborde un extrait du festin de Trimalcion, quand on doit le traduire et puis ensuite le commenter. Et bon, pour essayer de donner quelques pistes de réponse à toutes ces questions, je vais justement repartir de cette expression d'Auerbach quand il dit qu'on a ici une peinture précise, non schématique, du milieu social. Donc, je pars de cette idée de peinture précise. Ah oui, là, je fais juste, excusez-moi pour le petit moment de pub, je voulais juste dire que les extraits que je vais utiliser, je les donne dans ma traduction dont Johanna a parlé tout à l'heure, et pas dans celle qui est de l'édition au programme, mais qu'on part du même texte latin, donc c'est exactement la même base. Voilà. Donc, alors évidemment, c'est une peinture précise, clairement, et c'est une peinture dans laquelle pardon, on a de très nombreux éléments qui ont des parallèles dans ce qu'on peut appeler les réalia ou ce que l'on peut reconstituer de la vie de ces riches affranchis en Italie du Sud, au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, il y a tout ce qui concerne la peinture du milieu social en tant que tel, et c'est de ça surtout que parle Auerbach en l'occurrence. Il y a tout ce qui concerne les trajectoires sociales, les biographies de ces affranchis. Alors, je sais que dans le texte au programme, enfin, ce n'est pas l'intégralité du festin de Trimalcion qui est au programme des étudiants, mais alors malheureusement, du coup, toute l'autobiographie de Trimalcion est en dehors de ses limites. Ce sont les chapitres 75-76 qui sont particulièrement intéressants, mais dans les limites de votre texte, vous avez les chapitres 37-38 où sont évoquées les trajectoires sociales, les biographies de différents protagonistes du festin. Et ça, ce sont des choses qu'on peut comparer avec ce que nous disent par exemple les épitaphes des tombeaux d'affranchis. On a des biographies qui se ressemblent beaucoup. Il y a évidemment dans cette peinture du milieu social tout ce qui concerne le langage des affranchis, et donc je ne reviens pas du tout sur tout ce que Johanna nous a dit, mais ça aussi sont des traits dont on trouve des parallèles, là aussi, par exemple dans les épitaphes des affranchis, dans des inscriptions partout dans l'Empire, où toutes les régions où les gens, en gros, n'étaient pas, dont le latin n'était pas la langue première, la langue maternelle, on trouve ce type de fautes, etc. Bon, et puis il y a aussi tout un tas d'éléments qui relèvent de la vie quotidienne, en fait, dans le monde romain, pour lesquels on va trouver des parallèles. Évidemment, l'organisation du banquet lui-même, les différentes étapes, toutes ces choses-là, on a des tas de sources parallèles qui nous racontent des banquets, et on voit bien que c'est le même schéma, le même déroulé. On a tout ce qui concerne aussi, bien sûr, la nourriture, hein, que ce soit les plats, que ce soit le vin. Alors, bon, on reparlera des plats, mais il n'empêche que beaucoup de ces plats, en fait, nous sont évoqués également dans les traités de cuisine, les recettes d'Apicius, etc. Donc, parfaitement réalistes. Il y a aussi tout ce qui concerne la décoration, les fresques qui se trouvent dans le portique, et puis, par exemple, la mosaïque, la fameuse mosaïque. Alors, je ne vais pas lire les textes à chaque fois, mais je vous les donne pour exemple.
À l'entrée de la maison, de la villa Trimalcion, il y a une mosaïque qui représente un chien avec marqué Kawe Kanem, attention au chien, en dessous. Alors ça terrorise le narrateur en colpe et on a retrouvé l'équivalent, plein de formes différentes, par exemple celle-ci. Oui, non, pardon, chez Trimalcion, c'est une peinture et là, c'est une mosaïque, mais on a aussi des peintures à Pompéi. Voilà, on a des choses qui sont parfaitement parallèles. Et puis, on a des objets. Alors, un passage aussi qui est absolument fascinant, c'est celui au chapitre 34 où Trimalcion se fait apporter un petit squelette en argent auquel il va faire prendre plusieurs positions. Et puis, ça va lui donner l'occasion, Johanna aussi y a fait allusion, comment dire, de régaler ses convives avec des considérations philosophiques un peu bas de gamme. Et donc, il y a ici une forme de memento mori au milieu du festin. On va penser, le squelette va nous faire penser à la brièveté de la vie et donc inciter à jouir du moment présent. Et ça, on en a, c'est quelque chose de tout à fait attesté. Ce qu'on appelle des larouae conviviales, des squelettes de banquet. On en a retrouvé quelques exemples comme ça. Effectivement, ils sont articulés, on peut les faire bouger dans tous les sens. Et on a aussi des équivalents, alors ça c'est très, très joli, des gobelets en argent qu'on a retrouvés dans une villa pas très loin de Pompéi, à Bosco-Réal, qui représentent alors des squelettes en train de faire la ronde. C'est donc, évidemment, c'est des gobelets à vin, donc utilisés dans les banquets. Et en fait, ce sont des différents philosophes et poètes illustres de l'Antiquité et qui disent tous il faut jouir du temps présent, du moment présent. Donc voilà, ça, ce genre de choses, il y a des parallèles très clairs entre ce qui est décrit dans l'épisode du festin de Trimalcion et des éléments réels. Donc une forme de réalisme, ça, c'est sûr. Et puis, alors, les procédés qui vont aider à la précision de cette peinture, c'est évidemment surtout le rôle de la description. C'est un texte dans lequel il y a énormément de discours, d'histoires racontées et énormément de descriptions également. Et je pense que cette importance de la description dans l'épisode, c'est un des fondements justement de l'analogie qu'on fait entre le Satyricon et le roman réaliste occidental. Et ça, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a l'influence en fait de la rhétorique derrière. Tous ces écrivains antiques, et Pétrone en particulier, ont une formation rhétorique. Ils ont travaillé parmi tous les exercices de la rhétorique ce qu'on appelle l'ekphrasis, la description détaillée. Et c'est une description qui est si détaillée, l'idée c'est qu'elle en devient un véritable tableau, elle donne à voir ce qui est décrit, et donc elle va susciter des images mentale dans l'esprit du lecteur. Vous avez par exemple l'exemple là un des premiers plats qu'on apporte à table avec le petit âne de bronze et puis également les descriptions d'œuvres d'art comme les fresques du portique de Trimalcion. Donc, toutes ces descriptions extrêmement précises qui font voir tous ces éléments que j'ai énumérés font que notre épisode du festin de Trimalcion, c'est un texte qui à la fois donne à voir et qui donne à entendre, on a parlé de l'oralité, un certain milieu social qui est également géographiquement, culturellement, temporellement situé. Cependant, car vous me voyez venir, ce n'est qu'une première constatation. Si on retourne à ce que disait Auerbach, qui dit que Pétrone représente un milieu contemporain quelconque, un milieu banal, sans lui faire subir aucune stylisation. Évidemment, c'est une affirmation qu'il faut nuancer. Et ça, on le voit tout au long de l'épisode. Pour tous les personnages extérieurs à la petite société autour de Trimalcion, cette réalité qui est décrite n'est absolument pas banale ou quelconque, et en particulier en colpe, le narrateur ne cesse de pointer les décalages entre ce qu'il attend et puis ce qui lui est montré, ne cesse de manifester son étonnement. Et ça, ce n'est pas seulement dû au fait qu'il appartient à un milieu social différent, c'est parce que le personnage de Trimalcion est mis en scène comme quelqu'un qui n'a, ou qui en tout cas voudrait avoir l'air, de n'avoir rien de banal ou rien de quelconque. Et Trimalcion, contrairement à ce que dit Paul Vence, ce n'est pas l'affranchi lambda dont le cas particulier permettrait de tirer des conclusions générales. Parce que Trimalcion, en fait, il est représenté à la fois comme le metteur en scène,
d'un festin qui est scénarisé comme une pièce de théâtre qui repose sur l'émerveillement, la surprise, les attentes déjouées, etc. Et là, je voudrais rendre hommage au travail de thèse de Johanna qui m'a beaucoup, beaucoup servi. Et puis, Trimalcion, c'est aussi un personnage ridicule, bien sûr, qui est cible de l'ironie de l'auteur et puis du narrateur et des autres de ses compagnons. Donc, la peinture du milieu social qui nous est montrée, de son cadre de vie, de ses pratiques, est influencée et informée, voire déformée par cette vision du personnage. D'où mon expression de, excusez-moi, voilà, de réalité augmentée. Bon, j'ai pas pu m'empêcher ce petit clin d'œil, mais oui, il y a une représentation réaliste d'un festin dans un certain milieu, etc. C'est la base du récit. Mais cette représentation ne vise pas seulement à être une peinture fidèle. C'est pas l'idée que si on pouvait remonter le temps et aller assister à un festin, on verrait la même chose que ce qui nous est montré ici. Hein. Je pourrais appeler la fonction symbolique de la description, c'est-à-dire que ces descriptions, elles nous montrent pas simplement des choses, mais elles disent plus que ce qu'elles nous montrent. Par exemple, il y a l'arrivée de Trimalcion au début de l'épisode. Évidemment, le portrait qui est fait de Trimalcion, qui est très précis, d'abord parce que les vêtements et les bijoux sont tous, comment dire, il y a cette accumulation déjà de choses étranges, et puis en même temps, les vêtements, les bijoux nous disent des choses sur le personnage. Il ne peut pas porter une toge laticlave, qui est la toge des sénateurs, blanche avec une bande de pourpre. Évidemment, il n'est pas sénateur, il ne peut pas faire ça. Donc, à la place, il s'est fait une serviette de table qui est avec une bande de pourpre comme une toge laticlave. Donc, par exemple, cet élément-là. Et puis, il a des bijoux, il a des anneaux. Alors, il a mis un anneau qui imite un anneau d'or, comme s'il était un chevalier ou un sénateur romain, mais sauf que ce n'est pas le véritable anneau d'or, il essaye il imite. Et puis, il en a un autre, un véritable anneau en or, mais pas à l'endroit, pas sur le doigt auquel les sénateurs ou les chevaliers romains le portent. Donc, voilà, il y a cette cette volonté de se montrer ou d'adopter des éléments de vêtements, de costumes, etc., qui ne sont pas de sa classe, de son milieu. Et donc voilà, cette simple description nous dit des choses sur le personnage de Trimalcion d'emblée. Et par exemple aussi, j'y pense un petit peu, voilà, le chapitre 49, la question des plats surprises. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant dans cet épisode. On mange énormément dans le festin de Trimalcion. On mange des choses qui, alors, bon, à la fois sont effectivement réalistes et puis parfois disent un peu plus que simplement ce qu'on mangeait pour de bon lors d'un banquet. Alors, il y a ce chapitre 49 où Trimalcion fait apporter un porc et puis il dit « mais c'est pas possible, l'esclave a oublié de vider le porc ». Alors là, il y a toute une mise en scène, le cuisinier arrive, Trimalcion dit « ah mais enfin, qu'on le déshabille, qu'on le fouette ». Les invités se mettent à implorer la jaillir des saucisses et des boudins. Donc, voilà. Alors, il y a ce plat. Effectivement, il y a une base réaliste dans tout ça parce que c'est ce qu'on appelle le porcus troianus. Charmé. Donc, on a voilà, Macrobe, un auteur de l'Antiquité tardive, qui en parle. Donc, effectivement, tout à fait, enfin, ça nous dit beaucoup plus que ça, cette description du porcus troianus. C'est tout ce que je disais tout à l'heure sur la théâtralité, sur la mise en scène, sur le fait que Trimalcion passe son temps à jouer sur l'illusion, à surprendre ses convives, à leur montrer quelque chose qui a l'air d'eux et puis qui finalement se révèle être autre chose. Donc, on a cette, encore une fois, fonction symbolique de la description. C'est une expression un peu facile, mais voilà, qui nous dit que on a effectivement une certaine réalité qui est représentée, mais que le but de la description n'est pas simplement d'être l'équivalent d'un cliché photographique. Hein. Voilà. Et puis,
Bon, on peut même aller plus loin que ça, je pense. C'est-à-dire que c'est ni, évidemment, notre épisode, c'est ni un document historique, c'est ni un exemple véritablement de littérature réaliste avant l'heure. C'est aussi, et Johanna en a parlé, un récit qui tire, enfin une peinture en tout cas d'un certain milieu qui tire du côté de la caricature, bien sûr, de la satire, dans la représentation du banquet en tant que tel, dans la représentation du milieu des affranchis. Et justement, et on va trouver des échos en fait intertextuels à peu près partout dans l'épisode. Et typiquement, il y a une satire d'Horace, donc qui écrit une satire écrite quelques décennies enfin vers moins 30, quelque chose comme ça. Donc évidemment une référence que Pétrone a en tête quand il écrit le récit du festin. Et là, on a un modèle, clairement un modèle littéraire. Bon, même chose, je ne peux pas lire les extraits, mais ce PowerPoint, je pourrais le transmettre pour les étudiants. On a un modèle littéraire clairement imité par Pétrone. Et puis, on a autre chose dans les références intertextuelles, quelque chose qui est assez fascinant aussi, parce qu'on a parlé du langage des affranchis. On a ces 5 discours au milieu de l'épisode, les 5 affranchis qui parlent en attendant que Trimalcion revienne des latrines, hein, pour être extrêmement concret. Alors, ce n'est pas simplement quelque chose qui serait un trait de réalisme, bien sûr. Il y a aussi une allusion intertextuelle, plusieurs en fait, à cette œuvre célébrissime de la littérature antique qu'on s'attendrait pas vraiment à trouver au milieu du festin de Trimalcion, c'est le banquet de Platon, tout simplement. Et là, je vous ai fait une espèce de petite mise en parallèle. La structure du récit de l'Akhéna trimalchioniste imite la structure du banquet de Platon, l'arrivée de Trimalcion en retard, comme celle de Socrate en retard. Les 5 discours des affranchis, chapitre 41-46, on a également 5 discours des convives avant que Socrate prenne la parole. C'est la fin c'est la limite de votre texte au programme, l'arrivée du tailleur de pierre, enfin de l'entrepreneur de monuments funéraires Abynas qui arrive ivre, dégoulinant de parfum, exactement comme Alcibiade arrive dans le banquet de Platon. Et puis à la toute fin, le banquet est interrompu par les vigiles, donc les pompiers, qui croient qu'il y a un incendie, de la même manière que dans le banquet de Platon, le banquet va être interrompu par des individus extérieurs. Donc, ce parallèle-là qui a été mis en fait en évidence au départ par Florence Dupont est extrêmement convaincant. Et donc, voilà, ça nous montre qu'il y a plein d'autres allusions intertextuelles, en particulier à Virgile, à l'Énéide de Virgile, à la descente aux enfers, au chant 6 de l'Énéide, mais ça, c'est en dehors des limites de votre texte programme. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que c'est évidemment pas simplement une tranche de vie chez les affranchis d'Italie du Sud, ce festin de Trimalcion. C'est un épisode qui est extrêmement élaboré du point de vue littéraire, qui s'inspire de multiples modèles, imités, parodiés, pastichés, recombinés ensemble pour produire cet objet qui est un objet littéraire quand même assez comment dire, sans égal en fait dans la littérature latine. On a un texte qui est extrêmement étonnant et assez fascinant. Et donc, pour conclure, en fait, je voudrais revenir à ce que je disais au début de cette communication, c'est-à-dire qu'il y a, disons, les impressions qu'on a à première lecture, cette espèce d'évidence, de familiarité qu'on a avec un récit en prose, des personnages qui sont décrits dans leur vie quotidienne, etc. Bon, il y a cette évidence et c'est ça qui fait qu'on a tendance à établir une analogie entre le réalisme, le roman réaliste par exemple, et puis l'épisode du festin. Moi là, je pense qu'il faut aussi aller un petit peu contre ces évidences. C'est-à-dire que l'Akhéna, ce n'est pas un récit réaliste dans le sens où Auerbach l'entendait. C'est évidemment quelque chose de cet ordre-là, mais plus que ça. Ce n'est pas non plus, pour moi, une satire, comme on dit parfois, ou on l'a dit en tout cas pendant longtemps, une satire de la décadence, de l'époque néronienne, etc. Moi, je ne pense pas, parce que ce n'est pas simplement les affranchis parvenus qui sont
l'objet de l'ironie de l'auteur, mais c'est tous les personnages et le narrateur au premier chef. Donc, il y a évidemment tous ces aspects-là dans le festin, mais pour moi, finalement, l'image la plus intéressante, c'est celle du labyrinthe, et je ne la tire pas de mon chapeau. Les personnages eux-mêmes, en Kolp et ses compagnons, à un moment, expliquent que la villa de Trimalcion est une espèce de labyrinthe dont ils n'arrivent pas à sortir. Ils cherchent, mais ça, même chose, c'est un petit peu en dehors des limites de votre texte au programme, mais ils le disent eux-mêmes. Voilà. La villa de Trimalcion, c'est un labyrinthe, et effectivement, tout cet épisode, pour les personnages, à l'intérieur, en intradiégétique, comme on dit, c'est une succession de fausses routes, de méprises. On croit que c'est quelque chose, finalement, en fait, non, il faut changer à chaque fois de regard sur la réalité qui est montrée au narrateur et à ses amis. Et en particulier, on a en Kolp, ça c'est une constante chez lui, le narrateur qui passe son temps à essayer d'interpréter ce qu'il voit, de comprendre, il fait des hypothèses, il demande à son voisin qui lui sert de guide dans le grand labyrinthe pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce qu'il voit. Bon. Et c'est aussi un labyrinthe, en fait, pour le lecteur. Pour moi, voilà, le festin de Trimalcion, il y a tous ces aspects, ces traits de réalisme et toutes ces choses, bien entendu, la satire sociale, tout ce que vous voulez, aussi. Mais pour moi, c'est aussi, et peut-être surtout, un labyrinthe littéraire, c'est-à-dire que Pétrone égare volontairement et à plaisir les lecteurs, les commentateurs, en leur refusant, comment dire, la satisfaction justement de l'évidence, d'une voix unique, directe vers un sens de l'épisode. C'est un récit réaliste, c'est Flaubert ou Zola, Auerbach le compare à Zola, c'est Zola avant l'heure. Non, ça c'est trop simple, de donner un sens, une vision. C'est un labyrinthe, c'est plein de choses à la fois, c'est une chambre d'écho avec des allusions intertextuelles dans tous les sens, et aussi, bien sûr, un épisode qui nous renseigne, qui nous dit des choses sur la vie des affranchis en Italie du Sud au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais pour moi, voilà, c'est le labyrinthe avec cette mosaïque qui vient d'une villa romaine du Portugal, et j'ai oublié le nom de la ville, j'espère que Michel me pardonnera. Et je vous laisse là-dessus, enfin je vous laisse. Maintenant, place à la discussion et aux questions.